bats ou comme ça? En ce moment je suis en live 24 h sur 24 sur ma chaîne Twitch pendant le bâton. Et je comprends pas, t'es toujours pas sur la position. Ah mais j'ai oublié, t'étais là pour la vidéo. Extrait. Vous allez aujourd'hui assister à une autre première, une tentative de suicide. Christine sort un revolver calibre. What the fuck mec. Allez, bonne vidéo. Iceberg des pires scandales de la télévision. Notre télévision, c'est souvent pour s'évader, trouver un petit shoot de divertissement en étant confortablement installé sur son canapé. Mais parfois, la frontière entre le spectacle et l'horreur, elle, s'effondre. Et qui plus est sous les yeux de millions de téléspectateurs. Eh bien écoutez, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les pires scandales de l'histoire de la télé. Et pour explorer tout ça, on va utiliser le principe de l'iceberg. On va commencer en surface avant de glisser Ah bah vers je pensais que c'était que des scandales français, en fait c'est mondial, ok vas-y. les profondeurs, là où certains présentateurs n'hésitent pas à manipuler des candidats fragiles pour créer de l'audimat, quitte à les pousser au-delà de leurs limites. Puis nous plongerons petit à petit dans les abysses, là où les criminels et les prédateurs se cachent derrière les candidats les plus... Ah mais la télé les gars c'est vraiment un domaine de vicieux hein. T'es là, tu prends le viewer, tu l'exploites, tu les sors jusqu'à la moelle et le gars il part en burn-out, c'est horrible hein. Ah mais c'est vrai. Bon ça commence bien. Alors, est-ce qu'il existe encore quelqu'un sur cette planète qui ne connaît pas Taylor Swift? Alors, pour préciser... Alors en vrai de vrai les gars, genre je pense que je connais quasiment aucune musique de Taylor Swift. Peut-être que j'en connais une ou deux les plus connues, mais en vrai de vrai, le seul truc que je sais avec Taylor Swift, c'est que les Swifteuses, elles sont complètement tarées. Et là, ça se trouve, juste le fait d'avoir dit les Swifteuses, elles sont complètement tarées, je vais me prendre une sauce de malade mentale, mais je me souviens que quand elle était passée au Stade de France et que j'étais dans le RERB, les Swifteuses, elles tapaient sur les murs du train, elles sautaient partout, elle s'agrippait à la barre et elle faisait comme ça et je me suis dit mais les filles vous voulez qu'on déraille? Parce que encore 2 personnes qui le font, je suis là en mode bon y a pas de souci, mais une 50aine de personnes qui font comme ça, je suis en mode bon s'il vous plaît, bon à la limite attendez le train d'après, faites vos trucs, mais moi je vais pas mourir comme ça. T'imagines tu meurs dans le RERB, la mort de merde, personne viendra à ton enterrement frérot, t'auras même pas de fleurs. L'artiste féminine, ou même pas féminine hein, d'ailleurs, de tous les records. Parce que avant de dominer l'industrie musicale, faut le savoir, mais Taylor, c'était une débutante. Et c'est justement à ses débuts que, là, je vous ramène, on est le 13 septembre 2009. Alors ce soir-là, la cérémonie des MTV Video Music Awards récompense les meilleurs clips de l'année. Et là, à tout juste 19 ans, Taylor reçoit le tout premier prix de sa carrière. C'est celui du meilleur clip d'une artiste féminine pour You Belong With Me, que vous écoutez là. Pas plus, sinon on est démonisé. C'est tellement teenager les gars. Voilà. Alors forcément, la jeune chanteuse est super émue et commence son discours de remerciement. Mais là, coup de théâtre, un gars déboule sur scène et lui arrache le micro des mains. Ce type, c'est Kanye West et c'est un rappeur déjà hyper connu pour ses dérapages. Et il balance alors les félicitations les plus éclatées de l'histoire de la musique. Et en gros, il est ravi pour elle, mais il affirme que Beyoncé mériterait davantage de gagner. Hein? Je suis une dinguerie de dire ça en live. But Beyoncé had one of the best videos of all time. What the fuck quoi. Là, sous mais il est complètement fou. Là, le pauvre Taylor, elle est là en mode, elle vient de prendre son prix. Le gars, il dit ça, frère. Choc de cette humiliation en direct devant des millions de gens, Taylor se réfugie en coulisses pour pleurer. Mais heureusement... Oh non! Oh, Taylor, pourquoi, la pauvre? Beyoncé l'invitera sur scène un peu plus tard dans la soirée pour terminer son discours. Quand elle-même, donc Beyoncé, recevra le prix pour le meilleur clip de l'année. La farine dans le lait. Ah, ça on connaît ça. Alors si vous êtes plutôt lève-tôt, pas du tout comme moi qui me lève à 10h, vous connaissez peut-être ces émissions où des chroniqueurs discutent, un petit peu comme C'est à vous, c'est donc l'émission en France. Et ben imaginez la même chose en version slovaque et matinale, dans l'émission très populaire Télérano. Et à ce moment-là, on est le 19 janvier 2016 et l'ambiance est détendue sur le plateau. Et alors que la caméra filme les chroniqueurs depuis un moment, elle revient brusquement sur le cuisinier, qui est le chef Lubomir Erko, et qui est en train de cuisiner en direct quoi. Et là c'est le choc pour les téléspectateurs puisque on voit le chef aligner minutieusement de la poudre blanche avec sa carte de crédit. Et juste... Non mais alors, est-ce qu'on a la preuve que c'est de la C? Ça se trouve c'est juste de la farine. Il veut faire une blague, je sais pas. T'es cuisinier, t'es là, tu fais des gâteaux, des trucs et tout. Il te reste un peu de farine. En vrai de vrai, tu fais la blague à tes collègues. Et comme par hasard, il y a eu la captation qui est tombée à ce moment-là. Les gens l'ont pris pour un putain de camé, alors que ça se trouve, il faisait juste une blague au service pour détendre l'atmosphère. À côté de sa main, il y a même un billet de 500 balles discrètement enroulé. Ouais, mais ça veut rien dire. Alors là, on imagine bien qu'il fait pas de la cuisine, pas celle-là en tout cas, et en captant que la caméra est braquée sur lui, le visage du chef se décompose. Il est complètement figé par la gêne, comme si... Oh non, mais il est pas gêné là, il a l'air en mode oh putain, c'est ma petite boutade, elle est drôle quoi. Il avait été pris la main dans le sac, enfin dans le sac de farine bien sûr, en train de consommer ce que vous savez.
Là, à ce moment-là, je vous la fais en courte, c'est un immense scandale qui éclate. Et la chaîne va tenter de sauver les meubles en parlant d'une blague à base de sucre glace. Et franchement, personne n'y croit, quoi. Mais pourquoi? En fait, il y a quoi qui prouve que c'est de la vraie? C'est pas fiable. Mais bon, en tout cas, au-delà du buzz, l'affaire va briser un tabou, puisque la restauration, c'est le secteur où la consommation de coke est la plus répandue. Sachant que ça touche quand même un employé sur 5. Ah, c'est pour tenir le rythme et tout, parce que c'est si intense que ça la cuisine. C'est quand même énorme. Hein. Finalement, le chef a été viré, Oh mais ça non l'empêchera pas de revenir des années plus tard dans l'émission en tant que chef invité. Ah, par contre, c'est un scandale qui revienne, hein, si vraiment c'était de la drogue et tout. Hein. Qu'on le réinvite et tout, c'est abusé. La blague de trop de Tex. Oula, il a pris cher, Alors, lui. dans la catégorie des émissions cultes des années 2000 Il a en pris France, cher. je demande les amours. Oh, comment ça date? Je sais pas s'il y en a dans le chat, vous avez connu ça? Oh, les amours, moi j'ai détesté le générique, en fait même le concept de l'émission et tout, c'était un peu chelou, frère. Vous savez, en fait, Oh, c'est c'est le jeu vieux, où hein. 3 couples s'affrontent pour savoir qui se connaît le mieux. C'est un truc adorable. Oh On a tous là envie d'y là, participer, avec les fonds là, en mode comics et tout là. si on est en couple. Enfin, je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, Aïe, c'est le programme aïe, aïe. avec plusieurs animateurs. C'est surtout l'humoriste Tex qui l'a marqué, ce qui est en même temps le présentateur, quoi. Hein. Notamment avec ses blagues un petit peu beaufs. C'est une horreur. Mais bon, en novembre 2017, son comportement va beaucoup faire parler. Bon, pour vous expliquer, alors qu'il est De toute invité façon, il y a plein d'animateurs de télé et frérot, ils ont totalement dérapé. Hein. sur le plateau de C'est que de la télé, il décide de faire une blague sur un sujet qui ne se prête pas beaucoup à l'humour, à savoir les violences conjugales. Ah. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Non? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Alors là, spoiler, c'est un immense bide et le malaise est immédiat. Il y a un froid glacial. Bon, à ce moment-là, l'animateur Julien Courbet se désolidarise en direct et les réseaux sociaux s'enflamment et la séquence, du coup vidéo, est alors signalée au CSA. Bon, le CSA, hein, si vous savez pas, en gros, c'est l'organisme qui épingle les mauvais comportements de la télé. Aujourd'hui, on appelle ça l'ARCOM. En tout cas, pour France 2, c'est un peu la goutte de trop. Et la chaîne, qu'il trouvait déjà trop en décalage avec le reste de son équipe, en profite pour le licencier. Le gars, il a tout envoyé sur cette blague, le gars, il était en fin de carrière. Le gars, il a tout whipping, frère. La blague était même pas drôle, en plus. Après 17 ans de service. Donc il s'est pris une sauce parce que le gars, bah, il a abusé sur le sujet. En plus, c'était même pas drôle. Le public tu pars sur féminin un flop. a un énorme problème avec Tex et ses blagues, que le public juge déplacées et lourdes. Il s'avère qu'il a fait la blague de trop. Les équipes de France 2 et la production ont d'ailleurs beaucoup dû discuter Ouais, il était avec lui finito, pour les qu'il gars. présente ses excuses. À ce moment-là, Tex va attaquer Ah, il voulait même pas s'excuser, les gars. Il voulait même pas s'excuser, le frérot. Il était en mode non, lâchez-moi, Christelle. Non. Ça fait combien de temps, Christelle, qu'on bosse ensemble? Au moins 20 ans. Et vous osez me toucher comme ça? Non. Mettez pas vos mains sur moi. la C'est sûr qu'il production en était comme ça justice dans et les studios. réclame plus d'1 million d'euros parce qu'il trouve ça complètement injuste. Sauf que raté, ça a pas marché pour lui, il repartira qu'avec des Attends, quoi? Il présente ses excuses. À ce moment-là, Tex va attaquer la production en justice et réclame plus d'1 million d'euros parce Le mec n'a pas dosé, en fait. qu'il trouve ça complètement injuste. Sauf que raté, ça a pas marché pour lui, il repartira qu'avec des miettes. Ce sera alors pour lui une fin de carrière télévisuelle assez brutale, mais qui ne va pas l'empêcher quand même de mec remonter a sur pas scène dosé. avec un nouveau spectacle d'humour. Telle est la question. Parce que je pense que les gens sont allés au spectacle pour savoir, pour prendre un peu des nouvelles. Mais bon, alors, dernière nouvelle, je crois qu'il y a plus de spectacle de ce gars. Qui veut gagner des millions. On est le 10 septembre 2001 et là, à Londres, Charlie Graham, qui est un commandant de l'armée britannique, s'apprête à répondre à la question à 1 million de livres du jeu Qui veut gagner des millions. Oh, et on ouais, est face au OMG. présentateur Chris Tarrant. Et là, le candidat donne la bonne réponse et remporte le jackpot avec les cris du public et une pluie de confettis. C'est bénef, quoi, c'est ouf. Là, il va se faire 1 million, mec. Là, le pic de dopamine que tu dois ressentir, frérot, quand t'as 1 million qui arrive sur ton compte, mec, ça doit être exceptionnel. Hein. Tout ça, séquence culte, machin et tout, sauf que ça cache en vrai une énorme arnaque. Parce qu'en fait, quand on réécoute les bandes audio, la production découvre une tricherie sonore plutôt bien ficelée. En fait, Oh. à chaque fois que notre candidat va énumérer les 4 propositions à voix haute, genre A, non peut-être B, C, A, peut-être D, quelqu'un se met à tousser dans le public. I think it is Paris. Bon, en tout cas, derrière C'est un nom de code. tout ça, il y a Diana Ingram, qui est la femme du candidat, et ainsi qu'un ami complice. Et donc, du coup, dès que notre candidat, Charles, prononçait la bonne réponse, il toussait pour le guider. Bon, le problème, c'est que c'est un peu obvious. Bah, en tout cas, maintenant, en le sachant... Après, je sais pas il y a combien de questions, mais s'il y a 15 questions et qu'à chaque fois, le gars, il y a un gars qui touche. je l'ai dit, sur place, personne C'est un ne peu l'aurait. bizarre. Bon, évidemment, ça a pas trop plu à la prod, qui a annulé leur gain, et par la suite, ils ont été condamnés pour escroquerie en 2003. Bon, Bah, à ce moment-là, super. pour eux, c'est vraiment le début d'une vraie descente aux enfers, puisqu'ils seront ruinés par les amendes et puis les
les frais de justice. Et Charles sera même exclu de l'armée après 17 ans de service. D'ailleurs, si ça vous intéresse, C'est quand même une dinguerie de tricher à un jeu télévisé, quoi. sachez qu'il existe une série intitulée Quiz qui revient sur toute l'histoire. Touche pas à mon poste. Oh, t'es PMP? Bah, sérieux? Bon, qu'on aime ou qu'on déteste, en tout cas, l'émission Touche pas à Sans mon poste blague. reste l'un des plus gros phénomènes de la télé française. Et ça rassemble quand même à son prime plusieurs millions de fidèles. Sauf que le succès a fini par leur monter à la tête en poussant Cyril Hanouna, donc le présentateur, et ses chroniqueurs à franchir toutes les limites, et surtout les pires. Je vous explique. En fait, c'est simple, c'est l'émission la plus sanctionnée de l'histoire du CSA. Ah ouais, Par d'accord. exemple, à titre indicatif, toutes les humiliations de Mathieu Delormeau qui s'est retrouvé avec des nouilles dans son caleçon ou des trucs comme ça. Vous voyez le genre de blague hyper pato qu'on peut faire quand on est des gamins de 10 ans juste pour rigoler, sauf que quand on est un présentateur et un gars qui touche des millions d'euros et qu'on fait ça à son collaborateur où ils ont plus de 30 balais quoi et que des millions de personnes regardent, là il y a un petit souci. Ou un gros, ça dépend comment on voit les choses. Mais c'est pas tout, parce qu'évidemment il y a aussi des agressions sexuelles en direct, comme par exemple le baiser non consenti de Jean-Michel Maire. Ah, mais il est pas contre celle-là. Il vient d'embrasser ses seins, hein, comme ça. Genre, il a tapé un bisou sur ses hanches comme si on tapait la bise, frère. Et il est toujours là, ce mec. Sur par exemple C'est la une question, poitrine hein. d'un invité. Ou alors même le fait que Hanouna faisait toucher son Ah, il s'est entrejambe fait à une têche. chroniqueuse aux yeux bandés. Hein? Ouais? Invité. Ou alors même le fait que Hanouna faisait toucher son entrejambe à une chroniqueuse aux yeux bandés. Mais pourquoi c'est toujours Hanouna, là, en fait? Bon, en tout cas, en 2017, il y a une petite dizaine d'années, un canular homophobe qui est censé piéger des homosexuels va coûter 3 millions d'euros d'amende à la chaîne. Et s'en suivront de Non, mais alors, déjà, le concept, il est bancal. Voilà, on est où, là? ça des dérapages complotistes et des insultes contre le député français Louis Boyard qui coûteront très cher à la chaîne de diffusion, C8. Et du coup, pendant des années, l'émission va résister grâce à ses très bonnes audiences Déjà, et à le la concept, il y a un popularité problème. grandissante de Cyril Hanouna. Mais bon, en tout cas, face à ça, on a quand même 7,6 millions d'euros d'amende cumulées. Et donc, l'ARCOM, ou le CSA avant, donc le gendarme des médias, Quasiment 8 millions d'amendes, les gars. Mais frère, mais comment ils ont survécu? va finir par trancher en arrêtant définitivement la chaîne C8 en 2025. Ça allait trop loin, quoi. Et du coup, TPMP, donc touche pas à mon poste, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais en tout cas, Cyril Hanouna, lui, il a rebondi sur la chaîne W9 avec son tout nouveau talk show, tout beau, tout neuf. À présent, nous allons Ah, le mec, il a survécu, quoi. c'est Sous la surface où cette fois-ci, on va parler d'émissions et de candidats particulièrement problématiques. Bon, les mecs, en vrai, pour l'instant, ça va. Ça va. C'est chill, hein, comme d'hab. Hein. Le Nipplegate. En vrai, ça va. C'est Alors déjà, tranquille. est-ce que vous me croiriez si je vous disais que ma présence ici, là, sur cette chaîne, eh bien, elle dépend en grande partie d'un téton? Je vais vous expliquer. En gros, on est le 1er février 2004 et le monde entier a les yeux rivés sur la mi-temps du Super Bowl, qui est donc le show le plus regardé de toute l'Amérique. Où là, on a Janet Jackson et Justin Timberlake qui partagent un duo. Sauf que sur la toute dernière note de la chanson, Rock Your Body, Justine arrache un morceau de bustier de la chanteuse. Et ça va alors dévoiler au C'était prévu? passage son sein droit en direct à 200 millions de téléspectateurs. Ça va pas? Ça va pas, Justin, il a pété les plombs, là. Cette histoire, dans un pays comme les États-Unis, très puritain, c'est un séisme. D'ailleurs, ça va même créer un terme pour le qualifier, c'est le Nipplegate. Et à partir de là, pour éviter un nouveau scandale du même genre, les chaînes imposent désormais un léger différé sur tous les grands directs, histoire d'en avoir un petit peu le contrôle et pouvoir censurer si besoin. Au lieu que ce soit à la seconde Je savais pas, moi, désolé, les gars. Non, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un téton qui avait fuité. près en direct, où on peut pas réagir s'il y a une merde, il y a peut-être, je sais pas, quelques dizaines de secondes, quelques minutes de décalage par rapport au vrai direct. Et malheureusement, surtout ça, Ça ce se sera voit que c'est Janet un qui va en imprévu. payer le prix fort, puisqu'elle va subir un boycott massif à la radio, et ça va signer la fin de sa Mais c'est carrière. même pas de sa faute. Justin, il a mis sa barre, puis il a voulu, voilà, il a voulu arracher quelque chose et ça, il y a tout qui s'est barré, je crois. Ce qui est con parce que c'était pas de sa faute en vrai. Alors que les ventes des albums de C'est atroce. Justin Timberlake vont exploser. Sauf que le plus fou What? là-dedans, c'est son impact sur Internet. Puisque à ce moment-là, tout le monde n'a plus qu'une seule obsession, c'est de revoir la fameuse séquence. Sauf que le problème, c'est que ce genre de site, ça n'existe pas à l'époque. On est en 2004, on ne peut pas voir des vidéos sur Internet. Enfin, c'est hyper galère quoi. Et c'est alors à ce moment-là qu'un employé de PayPal du nom de Jawed Karim décide de créer une plateforme de streaming où on peut partager des vidéos pour les revoir à volonté. Moins d'un an plus tard, il va alors fonder avec ses potes un site que vous Mais c'est connaissez pas sans beaucoup. doute, je sais pas, vous me direz, ça s'appelle YouTube. Donc ouais, sans Donc là, t'es en train de me dire que YouTube, ça a été créé avec ça, vraiment, là? Là, attends, l'histoire de YouTube, les préceptes de YouTube, c'est à cause de ça. Bah alors, j'espère que Jeannette, elle a eu des parts. Hein. Franchement, les gars, c'est elle qui a créé YouTube. Avec son 11, frère. Elle mérite tellement au moins 10%, 20% de la boîte. Hein. affaire de tétons, sans Nipplegate, il n'y a pas de compte fécond, il n'y a pas poisson fécond et tout le blabla avec. Ah Serge ouais, hein. Gainsbourg et Whitney Houston. Y a pas Squeezie, les gars. Alors, quand on présente une émission en direct, Terrible. il y a certains invités qu'on préfère avoir en photo plutôt que sur son plateau. Et justement, Serge Gainsbourg faisait indéniablement partie de cette catégorie d'artistes. Et du coup, là, pour vous résumer un peu le gars, c'est un chanteur très populaire
populaire dans les années 70-80 en France, mais qui a fini Bon, ça, par sombrer Serge, dans on l'alcool. sait, hein. Serge, En tout- il était vraiment trop problématique, les gars, il avait trop de soucis. Hein. Le gars Gainsbourg, c'est le gars hyper sulfureux bizarre. qui passe son temps à fumer, à boire, qui est totalement imprévisible. Il est en roue libre, quoi. Qui aimait bien en faire des caisses et qui hésitait pas à débarquer bourré sur un plateau télé. Bref, c'était pas simple à gérer. Zoom, Coco, zoom, 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 sur Charlotte, zoom, 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 zoom. Comme elle est belle, ma petite Camille. Mais comme il était talentueux, machin et tout, on le laissait faire, c'était très compliqué. Et en tout cas, justement, Michel Drucker l'a appris à ses dépens dans son émission culte qui s'appelait Champs-Élysées, et c'était le 5 avril 86. J'étais même pas né. Et pour Alors, les gars, j'ai quelque chose avec Drucker. Depuis que je suis né, Drucker, il a la même tête. Il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. Et je me demande si ce mec, quand il a spawn, il était déjà comme ça. Tu sais, t'as des visages, ça fait 30 ans que tu les vois à la télé, mais il y a rien qui change. Ils ont toujours les cheveux poivre-sel, ils ont toujours le même visage. Je sais pas, je peux vous en citer plein des persos comme vous ça. dire hein, quand même, c'était il y a 40 ans. En fait, ce jour-là, il reçoit une jeune chanteuse américaine de 22 ans qui fait sa toute première télé en France, Whitney Houston. Et bon, si au début, Serge Gainsbourg, qui est aussi sur le plateau, se montre plutôt courtois, à faire un baisement à la jeune femme, elle a complimenté, ça va très vite déraper. Parce que là, sans pression, il lâche un petit « I want to f***. Pour Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. les gens qui comprennent pas, veut dire qu'il a envie de faire une grosse partie de Scrabble avec elle, quoi. I said I want her. Sachant que quand même, à ce moment-là, Attends, mais Whitney, franchement, elle aurait dû le claquer. Hein. tous les deux, ils ont 36 ans d'écart. Bon, à ce moment-là, la jeune chanteuse se montre choquée et demande des explications devant un Michel Drucker en PLS, qui tente de sauver un peu les meubles en disant que Serge la trouve juste très jolie. Non, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais non, au lieu de ça... Ah, mais c'est pas comme ça. Ah, bah si, non, je retire ce que j'ai dit. Michel, il y avait sa petite coupe, hein. Il avait son petit flot d'époque. Serge Gainsbourg, non, il dit non, je sais pas que je la trouve jolie, non. Il insiste vraiment qu'il a envie, vous avez compris. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser. Ah ouais, donc en plus il répète, ah, c'est terrible. Hein. Et cette séquence, ça va marquer à jamais l'histoire de la télé française. Mais c'est également terrible. la carrière de Michel Drucker, qui n'invitera plus jamais Gainsbourg sur un direct. Qu'est-ce qui m'a pris d'inviter Gainsbourg encore, tiens. Bah, tu m'étonnes qu'il l'invitera plus. Fausse fin de Belgique. C'est une dinguerie de l'inviter aussi de base. Il avait pas d'autres invités, c'était pas possible. Alors, nous sommes le 13 décembre 2006, et ce soir-là, pas mal de Belges sont devant leur poste de télévision. Présentateur, qui s'appelle donc François de Brigode, interrompt le programme pour lâcher une bombe, c'est que la Belgique n'existe plus. Bonsoir à tous, l'heure est grave. Excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, C'est un poisson d'avril ou... moment exceptionnel. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Vous l'avez compris, le moment est important. Alors, à l'écran, tout paraît très crédible. On voit le couple royal prendre l'avion pour fuir le pays, ainsi qu'un tram bruxellois qui est forcé de s'arrêter net à la nouvelle frontière flamande. Les Belges entendent même des sirènes de police siffler dans la nuit. Bref, c'est la panique totale. La ligne téléphonique a été ouverte pour l'occasion et elle croule sous les appels de personnes inquiètes. Mais ce que les téléspectateurs ignorent, c'est qu'ils regardent Bye Bye Belgium. En gros, c'est un faux documentaire ultra réaliste qui a été écrit à l'avance. Et derrière justement ce docu, il y a le réalisateur Philippe Dutilleul qui voulait forcer les Belges à Genre c'est un prank. Ils ont pas pré-shot que ça va être la panique et la zizanie, quoi. se questionner sur la crise politique qui agitait le pays à ce moment-là. Alors spoiler alert, ça a pas changé aujourd'hui. Vraiment, entre la Flandre et la Wallonie, du coup, ils ne s'aiment pas du tout. Ça a pas éclaté, mais c'est quand même pas Jojo. En tout cas, le piège à ce moment-là, quand c'est diffusé, il est trop parfait, puisque ni le logo de l'émission, ni les indices discrets qui prouvent que c'est un faux documentaire n'arrivent à rassurer le public. Les gens se disent putain, ça y est, la Belgique n'existe plus. D'ailleurs, en régie, les patrons de la chaîne sont également complètement paralysés et il faudra attendre 33 minutes pour qu'ils affichent un grand bandeau rouge. Ceci est une fiction pour calmer l'hystérie collective. Bon, en tout cas, une fois Donc là, vous êtes en train de me dire qu'en 30 minutes, ils ont failli foutre le pays à feu et à sang, quoi. Et bah, il en faut peu pour vous faire tomber les Belges. Hein. le calme revenu, là, s'en est suivi de nombreux... Faut pas vous pranker, vous, hein. se plaindre des téléspectateurs et des politiciens et un blâme du CSA, ainsi que bien sûr un sisme politique. Et donc bref, presque 10 ans plus tard, Bye Bye Belgium reste une référence du canular de la télé. Et ça a surtout réussi son pari, celui d'ouvrir le débat à plus grande échelle sur la Belgique. Intéressant. Big Donor Show. Oula. Alors imaginez un plateau de télé-réalité où l'on vote par SMS, non pas pour éliminer un candidat, mais pour savoir qui va obtenir un rein. Ça sent Russie. Ah, ça, c'est sûr. C'est pas possible que ça soit chez nous. Hein. C'est un peu bizarre, je vous explique. À ce moment-là, on est en juin 2007 et la chaîne J'ai un petit sondage en mode bon, les gars, la greffe, on l'a fait pour qui? néerlandaise BNN diffuse The Fais Big Mars Donor ou Show, Squeezie qui est une émission au concept aussi simple que cynique. En gros, Lisa, une jeune femme donc de 37 ans qui est atteinte d'une tumeur cérébrale en phase terminale, doit choisir à quel malade elle fera un don de son rein après sa mort. Mais
what? Et là, devant les caméras, elle élimine peu à peu les profils, soit parce qu'ils sont trop vieux, trop jeunes, trop chômeurs. Elle fait son tri, quoi. Bon, déjà, niveau éthique, c'est peut-être un peu bancal, parce que normalement, on ne choisit pas à qui on va donner son rein, c'est pas à la personne de choisir. Mais le pire vient après. Parce que, en vrai, Lisa n'est pas malade. En fait, c'est une actrice qui a dû jouer la comédie pour un canular géant, qui est orchestré par la société de production de Endemol. Endemol. Ah, Endemol, bah ça c'est connu ça aussi chez nous. Ils ont produit plein d'émissions de télé, notamment en France. Encore un prank, que vous connaissez. Et là, vous me dites, mais pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, en fait, ils voulaient créer un électrochoc mondial pour dénoncer la pénurie de greffons aux Pays-Bas, où, en gros, des centaines de malades meurent faute de donneurs. Et le truc, c'est que ça a fonctionné, puisque 12 000 personnes se sont inscrites au registre des donneurs après la diffusion de l'émission. Sauf que, bon, au niveau de la méthodologie, ça pose quand même un peu question, quand même. Ouais, après, c'est le seul moyen de faire bouger les choses. J'ai l'impression qu'il faut bien choquer les gens aussi. Un point de vue moral, puisque ils ont mis en scène de la détresse de vrais malades, logiquement. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? Voilà, c'était la question. Bon, après, quand même, pour vous dire, tous les participants étaient au courant de la supercherie. Mais le retour à la réalité, pour certains, a été quand même assez compliqué, et surtout, le public, lui, qui ne savait pas tout ça, s'est senti trahi. Alors, on continue à descendre, et cette fois-ci, nous allons... En fait, c'est tellement facile, les gars, de manipuler, de pranker les gens, en fait. passer dans les profondeurs de l'iceberg. C'est tellement nous allons simple. faire un gros focus ensemble sur toutes les violences qu'on peut imaginer à la télé. Regardez au final même vos créateurs de contenu préférés, même vos streamers et tout, c'est la même chose. Hein. Vous savez pas vraiment qui ils sont. Hein. Intrusion en direct. Jusqu'au jour où y a un thread qui tombe sur eux et c'est terminé. Pays-Bas. Et là vous êtes tous déçus. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 29 janvier 2015? C'est-à-dire 3 semaines après la tragédie de Charlie Hebdo. Bien entendu, c'était une période très sombre et pesante. Et à ce moment-là, la France et l'Europe tout entière étaient vraiment dans l'angoisse de nouvelles menaces terroristes. C'est vrai. Moi, je et me cache justement, pas. Écoutez, c'est précisément dans ce climat de tension que le journal de 20h de la chaîne néerlandaise NOS s'apprête à commencer ce soir-là. Sauf que soudain, l'antenne se fige sur un écran noir avec un carton qui indique « Un moment s'il vous plaît ». Et là, en coulisses, la panique s'installe et tout le monde s'attend au pire. En fait, pour cause, Tariq Z, donc un étudiant de 19 ans, vient de faire irruption dans les locaux. Il est alors vêtu d'un costume 3 pièces et il est aussi venu avec un Wesh, il a une arme. Pistolet muni d'un silencieux. Là, le gars, il est très calme, il demande juste à apparaître en direct car il a des révélations à faire d'une importance mondiale. En fait, là, le jeune homme prétend qu'un collectif de 98 hackers le soutient pour lancer une cyberattaque. Et il affirme aussi que 8 charges explosives radioactives ont été placées dans le pays, prêtes à péter à tout moment. Heureusement, le sang-froid d'un employé va permettre d'éviter la catastrophe. Et là, plutôt que de l'emmener sur le vrai plateau de JT, il va l'escorter dans un studio vide, mais où des caméras enregistrent sans diffuser en direct. Et à ce moment-là, pendant 4 minutes, l'employé, qui sera devenu otage, va discuter avec Tariq Z, alors que ce dernier lui déroule ses théories complotistes. Et à un moment, lorsque la police débarque dans le studio, Tariq se rend dans le calme le plus complet. Et c'est alors là qu'on découvre What the fuck, que son arme était en vrai factice. Ah ouais, encore un prank, les gars. On apprend alors que ce gars, donc Tariq, a agi seul et a été reconnu coupable de prise d'otage et de menaces. Il sera alors condamné à 30 mois de prison avec 15 mois de sursis et plus de 5 000 € de dommages et intérêts. Ce qui me paraît quand même pas élevé. Alors là, on n'est pas en France. Attends, mais pourquoi il a fait ça, le frérot, en fait? Bon, je ne comprends pas, là c'était aux Pays-Bas, mais ça me paraît quand même assez peu. 30 mois, c'est à peine 2 ans et quelques pour un truc aussi quand même important. Alors qu'il a traumatisé toute une équipe. Alors que parfois, on va avoir des gens qui ont fait des trucs quand même abominables. Et les gars, c'est exactement la même justice que dans Jotab. Hein. Je vous dis, c'est exactement la même chose. Avec que dalle, ou alors des gens qui ont fait des trucs un peu cons, bref, c'est un autre sujet. La colère de Will Smith. La colère de Will Smith. Nous sommes là. Ah, c'est quand il a mis la claque, ça, c'est connu, ça. Le 27 mars 2022, dans le prestigieux Dolby Theatre d'Hollywood, où se déroule la 94e cérémonie des Oscars, qui récompense le meilleur du cinéma américain. Et cette année-là, c'est l'humoriste Chris Rock qui a été choisi pour assurer la présentation de cette soirée et faire rire les plus grandes stars d'Hollywood. Sauf que, petit spoiler, il a pas fait sa meilleure perf. Parce que là, alors qu'il était en train de faire des vannes, il repère dans le public l'actrice Jada Pinkett Smith, qui est donc la femme de Will Smith, et il va alors décider de la chambrer en faisant une plaisanterie sur son crâne rasé. Sauf que le problème, c'est que Jada n'a pas choisi d'être chauve. Parce qu'en effet, en fait, elle souffre d'alopécie, qui est donc une maladie qui entraîne une perte de cheveux massive et qui ne repousse pas. Bref, c'est pas la blague la plus délicate de l'année. En gros, il est en train de vanner une personne qui est malade et qu'il a pas choisi. D'autant plus que Jada, elle en avait parlé dans les médias, elle disait qu'elle en souffrait. Merci Fame. En tout cas, lors du moment, la comédienne se contente de lever les yeux au ciel pendant que le gars sur scène s'acharne sur elle. Sauf que Will Smith, son mari, va pas en rester là. Déjà juste au regard, tu sais, hein. Là, les gars, les darons comme ça, là, vous savez, hein, dès qu'ils sont là, les narines qui s'écartent, hein, ça rumine tel un bœuf, tu sais qu'il va se lever.
Là, sans Il dire arrive un bien mot, écarté ce comme dernier as, là. se lève de son siège, il monte sur la scène, il rejoint Chris Rock et lui décoche une énorme gifle dans la gueule. Bon. Alors par contre tu vois que déjà le mec il arrive, il marche comme ça carrément, on pourrait faire des edits TikTok, laisse tomber. Hein. Il lui met une grosse golden et le frérot il continue ce spectacle. Il est en mode waouh. À ce moment-là, tout le monde est bouche bée. Il y a même quelques petits rires nerveux dans la salle puisque le public pense que ça y est, c'est un sketch. Parce qu'il y a toujours des sketchs, on sait jamais à quoi s'attendre, sauf que pas du tout. C'est pas un sketch. Will Smith est très sérieux, il retourne s'asseoir et il va hurler alors à l'humoriste, donc Chris Rock, de garder le nom de sa femme hors de sa putain de bouche. I'm going to, okay? Bon, à partir de là, l'ambiance est un petit peu pourrie. Là, le rêve hollywoodien vient un petit peu de se péter la gueule en direct devant des millions de personnes. D'ailleurs, le plus ironique, c'est que quelques minutes après, Will Smith est appelé sur scène pour récupérer l'Oscar du meilleur acteur, où il s'excuse en larmes auprès de l'Académie. D'ailleurs, suite à ça, sachez que l'Académie Ah ouais, non mais en fait le mec il a eu il a aura farm de ouf. Hein. a sanctionné Will Smith puisqu'il a été banni des Oscars pendant une décennie. Alors que Chris Rock, de son côté, s'en est tiré. Alors, en vrai, je me mets à la place de Will. Y a pas besoin de mettre des gifles aux gens. On peut être énervé, je suis d'accord. Hein, mais y a peut-être pas besoin de frapper. Hein. Il aurait pu faire une intervention directe où il gueule, et il interrompt son spectacle et il dit ouais, vas-y, arrête de parler à ma femme comme ça parce que sinon ça va pas le faire quoi. Au lieu de bon, lui il a poussé le bouchon trop loin avec la vanne et Will il a poussé le bouchon trop loin parce qu'il l'a giflé quoi. Après, sans trop d'égratignure. Violence sur le plateau de Geraldo Rivera. Alors, on est toujours aux États-Unis et les Sur le fait à toi, tu vas faire quoi? Bah je vais insulter le mec, mais je pense pas que je vais le gifler. Ah, je vais l'insulter, je vais dire ah putain, t'es de merde. Hein. talk shows sont toujours bien plus que de simples émissions. En fait, c'est des vraies arènes où vont s'affronter des invités dans des débats parfois assez violents. Et du coup, rapidement, des producteurs comprennent un truc. Pour faire un max d'audience, il faut toujours aller plus loin, surtout en matière de conflit. Et c'est justement ce qui fait la réputation du journaliste Geraldo Rivera, qui est très à l'aise avec le sensationnalisme. Bon, en gros, pour la faire simple, il adore inviter sur son plateau des gens que tout oppose en attendant que la dynamite explose entre eux. Typiquement des politiciens, vous prenez un gars de gauche, un mec de droite, aux États-Unis c'est pas pareil, mais c'est l'idée quoi. Et du coup, si Geraldo a l'habitude de gérer les embrouilles en direct, certaines sont quand même plus difficiles à contrôler, comme en novembre 88, lors d'un épisode consacré aux adolescents haineux. Et là, imaginez le décor, autour d'une même table, Geraldo réunit des jeunes suprémacistes blancs, des skinheads, néo-nazis... Attends, c'est quoi ce contenu là? Et des militants des droits civiques. What the fuck quoi, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que très c'est que vite, ce contenu imaginez bien encore le les truc, gars? l'ambiance devient électrique. On a alors un jeune raciste du nom de John Metzger qui s'en prend au public avec des commentaires antisémites, avant de Mais s'attaquer à l'activiste noir. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gars? C'est quoi ce genjutsu là? Comment ça a été validé? Comment ce concept a été validé là en prod là? Il y a du budget et tout qui a été initié pour ça hein? Va traiter d'oncle Tom. Alors oncle Tom, c'est un terme un peu péjoratif qui qualifie une personne noire considérée comme très obéissante envers les blancs. Là, à ce moment-là, Roy se lève d'un bond et attrape Metzger à la gorge. Et là, en à Ah ouais, peine c'était sûr que ça allait déraper. Non mais c'était sûr qu'ils allaient se battre. 2 secondes, le plateau se transforme en une zone de guerre avec une qui envahisse la scène. Il y a des corps qui volent, le public est horrifié et il Merci, assiste frérot. en direct à une véritable émeute. Là, Geraldo, qui veut se jouer un peu Ah les gars, c'est parti en couille là. Ça se bat et tout. Je crois que j'ai vu une chaise voler là. les héros, il se jette dans la mêlée. Sauf que c'est une belle idée de merde puisque au milieu de la... Le gars, il a quand même créé un concept où il a mis des racistes et d'autres personnes qui sont pas racistes et ils vont essayer de discuter ensemble. T'es sûr que ça allait partir en couille? Pourquoi le mec s'est pris pour Roll Mike là? Pourquoi le gars il a sauté dans la foule en bas? Il faut que j'arrête tout! Il faut que j'arrête tout! la bagarre, il va recevoir une chaise en pleine tronche, il va finir avec le nez pété. Sauf Ah ouais, que tout hein. ça va paniquer sa réputation. Non. Cet incident va faire de lui une superstar absolue, puisqu'il est Ah oui. devenu le roi de la trash TV. Donc, vous avez bien compris le terme. Tommy Cooper. What? Donc le mec après il a continué à faire des concepts encore pires que ça? Alors le 15 avril 84, ça reste l'une des soirées les plus surréalistes et les plus glaçantes de l'histoire de la télé britannique. Je vous raconte ça. En fait, ce dimanche soir-là, plus d'une douzaine de millions de personnes sont installées devant Live from Her Majesty's, qui est une émission de variété hyper populaire en Angleterre. Et parmi les artistes invités, il y en a un que tout le monde attend, c'est Tommy Cooper, un humoriste et un magicien gallois d'1m93 qui faisait exprès de rater tous ses numéros. Un peu en mode Eric Antoine, vous savez, en France. Et bon, en tout cas, alors qu'il est au beau milieu de son show, Cooper se met à tituber et s'effondre lourdement sur le sol. Et les gens pensent que c'est un prank alors que le mec il est vraiment en train de faire un malaise.
Là, le public fait putain, il est trop fort, qu'est-ce qu'il est drôle. Il explose de rire, il pense que c'est une bonne blague. Là, il y a même une main qui va surgir des coulisses et qui va tenter de le tirer par la cape, genre effet comique en plus, putain, trop drôle, le gars il est trop fort. Sauf que là, personne ne le sait, mais Cooper, il est en train de faire une très grosse crise cardiaque. En fait, pendant plus d'une minute, il va agoniser en direct sous les applaudissements du public. Et à un moment, c'est horrible. Quand la régie comprend enfin le drame, elle coupe brusquement le spectacle avec une page de publicité. Et c'est alors là que l'absurde va virer au macabre, puisque pour les producteurs, pas question d'arrêter le... Hein? Mais il est en train de mourir. Le mec, il est à l'arrière, il est en train de suffoquer. Son cœur va probablement s'arrêter et les prendre sur le mode. Oh les gars, on a notre pic de 10 maths, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, on va pas couper maintenant, alors qu'on est en train de s'en mettre plein les fouilles. Le show doit continuer. À ce moment-là, les artistes suivants sont envoyés sur scène avec la contrainte quand même de jouer avec un espace minuscule sur le bord de la scène, puisque le reste est caché. Donc vous avez compris, juste derrière le rideau, les équipes médicales s'activent pour réanimer Cooper. Malheureusement, Tony Cooper va être déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Oh non. Et le lendemain, s'il l'avait pris en charge plus rapidement au lieu de penser aux fouilles, frère... il serait peut-être encore en vie, hein. Il se réveille avec un immense sentiment de malaise, celui d'avoir ri devant un homme qui était en train d'agoniser. What? Alors nous continuons, on va descendre maintenant dans les grandes profondeurs de l'iceberg, où on va voir notamment des candidats qui poussent les limites très très loin, voire même trop loin, au mépris de... Je me demande ça va être quoi les derniers, les gars. Toute sécurité. Les grandes profondeurs. Ok, alors là, ça c'est pour nous les weebs, les gars. Alors, en 2001, une émission vient bouleverser la télévision française, Love Story, donc qui est la toute première télé-réalité d'enfermement. Et là, pour la première fois, on découvre des jeunes adultes filmés 24 heures sur 24, et ça va provoquer un immense scandale. Là, les critiques crient au voyeurisme, à l'exhibitionnisme, à la manipulation. Pourtant, 3 ans plus tôt, le Japon avait déjà poussé le truc encore bien au-delà des limites de l'acceptable, avec leur émission Shushunu Denpa Shonen. Et là-bas, le concept est très simple. Prenez un jeune humoriste prêt à tout pour percer, Tomoaki Hamamatsu, que les gens surnomment Nasubi, et enfermez-le dans un appartement vide. Et lui, pour réussir à gagner sa liberté, il n'a qu'une seule chose à faire, gagner 1 million de yens, soit l'équivalent de 10 000 $, en remplissant des bulletins de participation à des jeux concours de magazines. Mais le problème, c'est qu'on lui fait croire que les images sont enregistrées pour un montage futur, alors qu'en vrai, il est diffusé 24 heures sur 24. Oh, genre encore un prank. Non mais franchement. Parce que, alors là, d'un point de vue légal... Mais l'émission peut se faire foudroyer. Hein. Devant 17 millions de gens, bon, surtout les Japonais. Hein. Mais pour masquer sa nudité à l'écran, la régie va même jusqu'à incruster un... Mais what? À mon avis, les gars, ils lui ont filé un contrat, il a pas dû lire. Emoji d'aubergine sur ses parties intimes. Donc bon, le gars il sait même pas qu'il est filmé et donc... ça l'a humilié devant tout le Japon là. Là tout nu et donc on est obligé de cacher. Ce qui est d'autant plus cocasse que Nasubi, donc son surnom, ça veut dire aubergine en japonais. Bon, du coup pendant 15 longs mois, Nasubi a vécu un enfer d'isolement et de privation. En fait, il devait gagner sa nourriture grâce au concours, mais quand il n'y arrivait 15 mois les gars, c'est abusé par contre. Hein. Et pas, il faisait avec ce qu'il avait, allant même jusqu'à manger de la pâtée pour chien. Et là, comment vous dire, mais sa santé mentale s'est peu à peu dégradée. D'ailleurs, le pire, c'est que à chaque fois qu'il atteignait un objectif, les producteurs modifiaient les règles de manière un petit peu sadique. Et du coup, d'ailleurs, le grand final de l'émission, là où c'est censé s'arrêter, ça va virer carrément au film d'horreur psychologique. Parce que là, alors que Nasubi, il attend dans une pièce close, les cloisons s'effondrent soudainement sur lui. Mais il est encore à poil, hein. Du coup, Nasubi se retrouve alors entièrement nu au beau milieu d'un plateau télé bondé sous les applaudissements du public. Et c'est alors à ce moment précis qu'il a compris que son calvaire c'était devenu le spectacle préféré de tout le pays. Et là, il fait mais what the fuck. Là, il est les gars, je crois que ça me rappelle, il y avait pas un épisode de Black Mirror où c'était un peu comme ça. Enfin, c'était pas le même concept, mais c'était en mode il fait une émission de télé-réalité, mais en fait les gens qui participent dedans pensent que c'est vraiment la réalité. Et en fait, à la fin, t'as vraiment tout le public qui est là en mode bravo. Félicitations, voilà, vous avez été exceptionnel, on s'est régalé. Traumatisé, il va mettre des années à pouvoir reporter des vêtements parce qu'il était depuis des mois et des mois complètement nu et il va mettre beaucoup de temps à faire de nouveau confiance aux gens. Donc c'était vraiment... mais là c'est le mensonge du siècle, hein, les gars. Du love story hardcore, quoi. L'émission de trop, ouais. Putain, mais ça m'a fait de la peine pour lui, hein. Après bon, il a eu du buzz, là, pour le coup. Je pense que c'est devenu littéralement une icône au Japon, mais... Vas-y, je pense que tous les Japonais ont vu ta bisouquette. Il y a 20 millions de Japonais qui ont vu ta bisouquette. Voilà, ils sont là en mode à tous les coups il s'est pris des vannes, des trucs comme ça.
Alors, en Allemagne, là, l'émission Wetten das, c'est vraiment un truc un peu plus qu'un divertissement. Pour être clair, en fait, c'est vraiment un monument de la culture populaire. Parce que chaque mois, ce show télévisé de plus de 2 heures réunit parfois 25 millions de téléspectateurs. C'est plus qu'une Coupe du Monde, quoi. Bref, il s'agit d'une émission donc super populaire, dont le concept est très simple, mais ultra efficace. En gros, des anonymes viennent proposer des paris improbables, comme déplacer un bus à la force des bras, ou alors ouvrir des canettes à la tronçonneuse, devant des stars internationales. Et là, la célébrité, donc la star qui assistait au truc, elle devait parier sur l'anonyme et prédire s'il allait réussir ou échouer son défi. Et si la star s'était trompée, donc par exemple, je parie que tu seras pas capable de tirer ce camion à la main, eh bien, on lui donnait un gage complètement loufoque à faire en direct. Vous avez compris le principe, c'est hyper convivial, c'est kitsch, c'est bon enfant. Tout ça jusqu'au 4 décembre 2010, où l'émission a basculé dans le drame absolu. Parce que ce soir-là, un étudiant de 23 ans du nom de Samuel Koch vient relever un défi extrêmement dangereux. En fait, il est équipé de chaussures à ressort et le gars doit sauter successivement par-dessus plusieurs voitures en mouvement qui lui foncent dessus. Ah oui, il voulait mourir, là. Vous avez compris le principe. Au début, bon, tout se passe bien, mais au bout du Wesh. Frère, il a fait un salto au-dessus là, d'une Twingo, là. dernier saut, là il se rate, Samuel percute alors violemment la bagnole et sa tête frappe le toit et son corps s'effondre au sol complètement inerte. Ah ouais, d'accord. En fait, on ne le sait pas encore, Ça lui a mis un vieux casque, les gars. Ça lui a mis un vieux casque. mais il vient de se briser la colonne vertébrale en direct. Au-delà du choc, le scandale arrive après l'émission, puisque on apprend que le jeune homme était déjà tombé lors des répétitions. Bon, en tout cas, s'il s'était aussitôt relevé, déjà le fait qu'il puisse se blesser en direct, ça avait pas du tout alerté les Ouais, policiers. mais surtout que si le gars, pendant les entraînements, il avait pas trop réussi, bah fallait juste annuler, en fait. Mais les mecs, ils ont quand même forcé, quoi. Qu'on préférait privilégier le spectacle à la sécurité. Encore la prod, les gars qui est là en mode bon, les gars, c'est bon, vous en faites pas, le jour du live, il y arrivera, on lui fait confiance. Le pire, Même si ça fait 2 fois qu'il s'est viandé, qu'il s'est quand même bien raté, voilà quoi. c'est qu'au moment du drame, l'antenne n'a pas été coupée tout de suite. En fait, l'animateur a même essayé d'intégrer la chute au show avant de réaliser que peut-être c'était un peu trop grave. Bon, en tout cas, si l'émission elle a quand même finalement été coupée ce jour-là, la chaîne refusera Terrible. de déprogrammer définitivement son programme star. D'ailleurs, après un examen scientifique de l'accident, il a été conclu que l'émission n'était pas en tort, ce qui explique encore aujourd'hui qu'elle existe toujours en Allemagne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Comment ça, l'émission, elle a pas été en tort? C'est de la faute de qui alors? c'est même les gars du groupe Tokyo Hotel, Tom et Bill, Ah ouais, ils datent ceux-là. Attends, mais ils ont trop changé. qui sont à la présentation du show. Et quant au jeune Samuel Koch, qui était donc tombé en essayant de sauter par-dessus les voitures, alors il est pas mort, hein, heureusement, mais il restera tétraplégique à vie. Aïe, terrible. The Jeremy Kyle Show. Pour un vieux spectacle de merde. Là, il faut que je vous parle de l'un des talk-shows les plus trash et les plus controversés de la télévision britannique, le Jeremy Kyle Show. Parce que de 2005 à 2019, cette émission phare de la chaîne ITV consistait à recevoir des personnes vulnérables qui venaient raconter leur drame personnel en direct. Sauf que, plutôt de les écouter ou de les encourager, là, le flamboyant présentateur du programme, Kyle Show, préférait les humilier. Tout simplement. D'ailleurs, en plus, l'émission avait une arme secrète pour booster ses audiences, un détecteur de mensonges. Ok. En fait, le présentateur le jurait infaillible alors que c'était clairement du bullshit et les réponses étaient souvent données aléatoirement. Et puis bon, en tout cas, en avril 2019, Steve Diamond, un candidat donc de 63 ans qui souffre de dépression, se présente sur le plateau pour prouver à sa fiancée qu'il est fidèle. Et pour ça, il est prêt à passer au détecteur de mensonges. Oh non. Oh non, ils ont détruit la vie du couple. Sauf que la machine l'affirme, non, il est coupable. Là, le présentateur, Kyle donc, le traite de menteur et d'ailleurs le public le lynche en direct. Since the start of your relationship with Jane, have you passionately kissed anyone else? She said no. Why did she say no, Steve? Because I was telling the Tess truth. says you're a liar, pal. Donc il l'accuse comme ça d'un mytho. Pour sauver son émission là. Et donc Steve, là, qui est donc fidèle, il va voir alors son couple exploser. Et là, 10 jours après l'émission, il est brisé par l'humiliation, il va mettre fin à ses jours par overdose de morphine. À ce moment, Mais c'est super triste. Ah ouais, non, là c'est dur là. Là pour moi l'émission elle doit fermer là. la révélation de ce drame déclenche un séisme national. Et face au dégoût général de la part des téléspectateurs, la chaîne annule définitivement l'émission en catastrophe et efface toutes ses archives d'internet. Compte tenu de la gravité des événements récents, nous avons décidé de mettre fin à la production du Jeremy Kyle Show.
Le Jeremy Kyle Show a bénéficié d'un public fidèle. En plus, et on sait, les gars, que le détecteur de mensonges, c'est pas fiable à 100%. qui a été réalisé par une équipe de production dévouée. En plus, ça, c'était faux de base. Mais le scandale va pas s'arrêter là, puisqu'on va découvrir qu'une autre candidate d'une ancienne émission, qui était animée par Kyle Shaw, s'était déjà suicidée par le passé. Kyle Shaw sera d'ailleurs convoqué par le Parlement britannique pour s'expliquer, mais il refusera de comparaître en laissant ses patrons s'en occuper à sa place. Du coup, en coulisses, la culpabilité va même ronger une partie de l'équipe, puisque quelques mois après, une jeune productrice va mettre aussi fin à ses jours. Non mais frère, mais c'est abusé là. Mais pitié, mais stoppez ça quoi. Et en 2020, c'est le shaitan l'émission là. Un rapport officiel va accuser l'animateur d'avoir eu des comportements qui pourraient avoir causé ou contribué à la mort de Diamond. Mais bon, finalement, 4 ans plus tard, il sera lavé de tout soupçon devant la justice. C'est le diable le présentateur en fait. Hein. Mais déjà juste le concept de ok, on va bully des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, bon bah, je comprends pas. Je comprends pas comment ça a été autorisé genre. Alors là, à ce moment-là, on est le 15 juillet 74 et on est en direct du plateau télé d'une petite émission locale de Floride où une jeune journaliste de 29 ans, Christine Chubbuck, présente sa chronique matinale. Et le truc, c'est qu'après 8 minutes à lire des faits divers, un problème technique bloque le lancement d'un programme. Bon là, Christine hausse alors les épaules, elle plante ses yeux face à la caméra et elle prononce quelques mots d'une voix glaciale, des mots qu'on va pas oublier de sitôt. Fidèle à la politique de la chaîne 40 qui consiste à vous apporter les dernières nouvelles sanglantes et en couleur, vous allez aujourd'hui assister à une autre première, une tentative de suicide. Et écoutez, à ce moment-là, Christine sort un revolver calibre What the fuck, mec. au 38 de son sac et se tire une balle derrière l'oreille droite. What? Elle s'effondre alors brutalement et le réalisateur coupe la caméra. Là, le public se retrouve face à un écran noir. Beaucoup croient à un canular macabre et de très mauvais goût, sauf que malheureusement, c'est pas une plaisanterie. Christine va succomber à ses blessures quelques heures plus tard. Bon là, forcément, tout le monde se pose alors une question. Pourquoi Christine en est arrivée à mettre fin à ses jours en direct devant la télévision américaine? Eh bien écoutez, là en vrai, l'explication est assez complexe. C'est un peu à la frontière entre une profonde détresse intime et un dégoût professionnel. En fait, c'est une personne qui se sentait profondément seule et son célibat, alors qu'elle avait presque 30 ans, pesait beaucoup sur son moral. Mais bon, écoutez, son geste résonne aussi un peu comme un engagement politique, surtout quand on écoute ses dernières paroles. En fait, Christine détestait les dérives de son métier, et notamment le journalisme sanglant et viscéral. En gros, une espèce de course au sensationnalisme et à la violence que sa direction lui a imposée. Ouais, la course au buzz est là, tu dois trouver les meilleurs articles, les trucs les plus sensationnels et tout, bah c'est... Ouais, le monde horrible du travail, hein, les gars. Plus tard, les producteurs ont découvert que Christine avait rédigé elle-même son propre rapport de décès, écrit à la troisième personne pour que ce soit lu à l'antenne. Et ainsi, du coup, elle a poussé la logique de sa chaîne jusqu'à l'absurde en devenant le fait divers tragique ultime. Non mais what, faire ça à la présent, télé. quant à nous allons... La pauvre, vraiment, c'est abusé. Hein. C'est dans l'avant-dernier étage de cet iceberg avec les abysses où nous allons voir... Je sais pas si elle a été aidée, cette femme, en vrai. Des candidats de rêve, mais qui s'annoncent en réalité être de véritables monstres. Putain les gars, il reste... on est même pas tout en bas. Ok, ça va. Bon, à l'heure du déjeuner, les jeux de culture générale, c'est un petit peu un rituel à pas manquer pour beaucoup de téléspectateurs. Bon, déjà parce que on y apprend plein de trucs, mais aussi parce que certains candidats sont vraiment attachants. Et c'est le cas notamment d'Emilien, le plus grand gagnant de l'émission des 12 coups de midi, qu'on voit d'ailleurs partout sur YouTube en ce moment. Non bon, en tout cas en 2019, ce rendez-vous familial va basculer dans l'horreur avec un autre candidat des 12... Ah ouais, putain, lui, il était connu. Ah mais je savais qu'il y avait eu une affaire chelou avec lui. De midi. Je crois qu'il y a une grosse vidéo de 20 ou 30 minutes sur ce mec. Et je vais parler de Christian Quesada. Mais bon, avant de partir là-dedans, il était resté on retourne longtemps, en arrière, le 4 juillet 2016, quand ce candidat de 51 ans fait ses premiers pas dans l'émission animée par Jean-Luc Reichmann. Et là, très vite, il séduit la France entière grâce à ses connaissances sans limite, mais aussi à son histoire très touchante, puisque Christian est un ancien SDF et un père célibataire qui vit au RSA. C'est surnommé le professeur, et il devient à l'époque le plus grand champion de l'émission, avec 193 victoires et 800 000 euros empochés, donc c'est pas mal, hein. Et tout ça sous le regard fier et complice de Jean-Luc Reichmann. Sauf qu'en mars 2019, le conte de fées va un petit peu partir en sucette parce que la police interpelle le champion à son domicile. What? Et en fait, on découvre que derrière ce candidat idéal se cache une toute autre réalité, qui s'avère d'ailleurs bien plus sombre puisque Quesada est un prédateur sexuel. On souffle, hein, les gars. On souffle des histoires comme ça, vraiment. En fait, là, suite à la plainte d'une mineure, une enquête est menée et on découvre des milliers d'images pédopornographiques sur ces disques durs. D'ailleurs, pire encore, mais le candidat avait été condamné par 3 fois dans les années 2000 pour différents délits sexuels. Et... Alors, bah, en fait, franchement, quand on passe dans des émissions, faut vérifier le casier aussi. Hein.
Si le mec il a un casier, il peut pas participer, point barre, hein, c'est tout. Hein. Donc des faits qui sont totalement Enfin, en passés tout cas, des gros casiers comme ça, 3 fois, frère. 3 fois, ça y est. sous les radars. Et en 2020, il sera d'ailleurs condamné à 3 ans de prison ferme avant d'être libéré 2 ans plus tard. Bon, à ce moment-là, pour le public, c'est clairement la douche froide, sauf que le présentateur, Jean-Luc Reichmann, pour lui, c'est un vrai cataclysme, qui va vivre cette nouvelle comme une vraie trahison. C'est l'une des pires choses qui pouvaient m'arriver. Mon monde s'est effondré. Je m'en suis... Mais ils ont pas vérifié en fait, ils sont ouais, ils ont juste ils accueillent les gens, je sais pas comment ils sélectionnent leur profit. énormément voulu Ah, d'avoir c'est pas passé l'émission. 153 jours sur le plateau avec lui sans avoir aucun soupçon. Comment j'ai pu passer à côté de ça? En tout cas, au niveau de la production, la réaction est radicale. Quesada a tout simplement été effacé des archives de l'émission et banni à jamais des rétros... Alors que le gars, il est resté combien de temps, les gars? Je crois qu'il est resté ouais, je pense qu'il est resté quasiment 1 an, non? Pour avoir une canoë de 800 000 balles, je me souviens qu'en fait, de toute façon, les 12 coups de midi, quand t'as des mecs qui farment et tout, tu les vois toute l'année, hein. Tu les vois toute l'année, hein. C'est comme Emilien, frère, je sais pas, je crois même Emilien, carrément, les gens, ils en avaient marre de le voir, quoi. perspective et 193 jours, bêtisiers. c'est abusé. D'ailleurs, au-delà du choc, cette affaire a provoqué un immense séisme dans l'industrie des jeux télévisés, en mettant en lumière une énorme faille. En fait, comment un mec avec un tel passif a-t-il pu passer à travers les mailles du filet? Là, à partir de là, le scandale a forcé les directeurs de casting à durcir drastiquement leur sélection de candidats. Et du coup, d'ailleurs, aujourd'hui, la simple vérification du casier judiciaire ne suffit plus, puisque là, les productions vont mener de vraies enquêtes approfondies et des veilles numériques rigoureuses pour s'assurer que le danger ne s'invite pas sur les plateaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'imagine qu'ils ont fait du coup une enquête aussi sur moi, alors pas eux, mais une autre émission, c'était sur France 2 ou France 3, c'est l'émission Slam, je sais pas si vous connaissez, c'était très sympa Moi, ça date sans. de venir en direct, mais bon, comme ils m'ont fait venir, ils ont dû regarder rigoureusement que j'étais pas un danger ambulant pour éviter de saboter tout ça. Bon, a priori, ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, on avait pu remporter de l'argent pour une association Rêve qui aidait les enfants gravement malades à réaliser leurs rêves. Un tueur chez Nagui. Non, mais attends, mais c'est encore chez nous, là? Alors, après les 12 coups de midi de TF1, là je vous présente sa concurrente directe, c'est l'émission Tout le monde veut prendre sa place, qui est diffusée sur France 2. Alors, elle a longtemps été présentée par Nagui, elle est d'ailleurs très vite venue un rendez-vous familial où les candidats s'affrontent autour de questions de culture G. Et d'ailleurs, justement, le 13 mai 2019, l'ambiance, elle est un peu à la fête puisque Nagui accueille sur le plateau un homme tout sourire d'une 50aine d'années. Et ce candidat, c'est François, un retraité sympathique, plutôt à l'aise devant l'écran, qui manque pas de faire des blagues sur son passé dans les forces de l'ordre. Bon, jusque-là, on est sur une séquence télévisuelle plutôt banale, plutôt sympa. Sauf que, ce que personne ne sait, c'est que ce gentil papy est en réalité un homme en cavale depuis 35 ans. Et ce mec, donc ce papy, c'est François Vérove, qui est un homme davantage connu dans les médias pour son surnom, le Grêlé, aka l'un des pires cauchemars de la justice criminelle française. Donc le mec, il a 5 étoiles GTA. Ça fait plus de 30 ans qu'il est recherché. Le gars, il vient se présenter à l'émission de Nagui. Et il passe, hein. Alors que le gars, il est recherché. Hein. Depuis des lustres, depuis des décennies, frère. Il est passé normal. Et là, pour vous dire quand même... Après, des fois, tu sais, je me dis, c'est tellement gros, c'est tellement too much que... En fait, ça passe. Tu te dis, non, c'est impossible. Non, c'est... Autant tenter des trucs comme ça. On parle d'un gars qui est complètement passé incognito pendant plus de 3 décennies. Alors là, le voir s'incruster à la télé comme si de rien n'était, c'est un scandale absolu. Surtout que ce mec a un parcours de meurtrier assez horrible. Pour vous expliquer, entre 86 et 94, il a une double vie terrifiante. Le jour, il porte un uniforme de policier et le soir, il se transforme en prédateur sexuel et en tueur sadique. Pitié, vérifier. Bah, de toute façon, ils peuvent pas... Enfin... Ouais, non, en fait, faut juste vérifier, quoi. Mais même par contre, le mec, les gars, il revient 30 ans plus tard. Hein. Le gars, il est sous beubard et tout, c'est un big daron. Ah, tu le reconnais pas, je suis désolé, moi je l'ai pas reconnu. Hein. D'ailleurs, son palmarès macabre compte au moins 4 meurtres et 6 vols, dont celui particulièrement atroce d'une petite fille de 11 ans assassinée dans un sous-sol non, mais qu'il aille se faire foutre. Hein. parisien. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, François Vérove est presque sûr que personne va le reconnaître. Et du coup, en 35 ans, son visage et sa corpulence ont tellement changé que ses potentielles victimes, encore en vie, ne pourraient même pas l'identifier. Et surtout, maintenant, il a une grosse barbe. Et en même temps, il faut dire que quand il a commencé ses crimes, c'était un jeune homme de 24 ans et il était représenté avec un visage couvert d'acné, ce qui lui donnera d'ailleurs son surnom. What the fuck? Présence de François Vérove sur le plateau d'une émission populaire du service public confirme que c'est un monsieur de tout le monde, qu'il se fond dans la masse. Mais on peut aussi y voir une forme de provocation, un défi de venir comme ça sur un plateau télé, en public, alors qu'il est recherché par la police. C'est complètement aberrant de le voir dans... Attends, donc le mec il vient, les gars, il tape son émission Narmol, il s'en va. Donc là, le gars a parlé avec un psychopathe en fait.
Un psychopathe. Cette émission. Et les gens ont rien vu, hein. Sauf que son petit sentiment de toute puissance, il va vite s'effondrer, puisqu'en 2022, les enquêteurs lancent une gigantesque opération de prélèvement ADN en ciblant 750 anciens gendarmes de l'époque qui travaillaient en région parisienne. Et François Vérove va être finalement convoqué par la justice, et là il va comprendre très vite que le piège va se refermer sur lui, après des années de fuite. Sauf que là, au lieu d'assumer ses responsabilités et d'être jugé, il va préférer mettre fin à ses jours en laissant une lettre d'adieu où il reconnaîtrait être un grand criminel. Et donc de son surnom, le grêlé, il va emporter avec lui ses derniers secrets et en s'offrant une petite dernière mise en lumière sur il a fui, quoi. un plateau de France 2. Le serial lover rôde. Non, mais n'importe quoi l'histoire, les mecs. Hein. What the fuck? Mec en cavale depuis 30 ans, il se dit, vas-y, je vais participer à l'émission de Nagui parce que j'adore ce gars, en fait. Mais Et il passe en plus, c'est ça le pire. Hein. Il Alors passe. là, depuis le début de cette vidéo, il y a un type d'émission dont je vous ai pas encore parlé, c'est les émissions de dating. Voilà, donc vous allez découvrir, je ne connaissais pas ce type d'émission. Bon, en tout cas, en France, l'émission pionnière du genre, ça s'appelle Tourne et Manège. Alors si, bah du coup, je connais. Et donc du coup, c'est diffusé en 85. Mais en tout cas, là, le concept est super simple. Un ou une célibataire doit choisir l'amour de sa vie à l'aveugle sur la base d'une simple voix ou d'un feeling. Ça fait pas beaucoup, quoi. Déjà que les gens se trompent déjà quand ils ont plus d'éléments, alors là, bon, en tout cas, c'est drôle, c'est bon enfant, c'est familial, mais tout ça en apparence. Puisque en septembre 78, la version américaine de l'émission a basculé dans l'horreur absolue en faisant gagner un rendez-vous galant à un tueur en série. Je vous raconte. En fait, ce jour-là, sur le plateau The Dating Game, il y a une super ambiance. En fait, on a une candidate nommée Sherry Bradshaw qui doit poser des questions à 3 célibataires cachés derrière un rideau afin de sélectionner son préféré. Et là, très vite, le candidat numéro 1 se démarque. Et lui, il s'appelle Rodney Alcala, il a 35 ans, c'est un photographe plutôt beau gosse, fan de moto, même de parachutisme, et d'ailleurs, il a un sacré sens de la répartie. Et là, quand Sherry lui demande à quel dessert il pourrait ressembler, ce dernier lui répond avec un aplomb parfait qu'il serait une banane très très bonne. Et qu'elle pouvait peut-être même l'éplucher. Très subtil, hein. I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Et pire, c'est que ça marche, puisque le public va rire aux éclats et même Cherry va sembler un peu émoustillée, quoi, on va dire. Et donc là, elle décide de le choisir afin d'obtenir un rendez-vous galant avec lui. Sauf que derrière cette séquence un peu légère, on va dire, va se cacher une réalité atroce, puisque sous son costume de gendre idéal, Alcala, c'est un monstre qui a déjà 4 meurtres à son actif. Alors, je sais pas je sais pas ce qu'ils ont les tueurs en série en fait à se présenter aux émissions. Ils passent les castings dans le plus grand des calmes et ils sont tous sélectionnés. Hein. Pourquoi les gars? Pourquoi vous faites ça? Le gars il a 4 kills. Il dit vas-y je vais faire l'émission et tout. En plus je cherche une amourette. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. C'est le moment, on y va. Et ça personne ne le sait. T'es censé être discret normalement, non? Et en tout cas, dans tous ces décomptes, si je rajoute les violences, les agressions sexuelles et compagnie, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont touchées. Bon, en tout cas, là, quand on revoit la vidéo de son passage dans l'émission, qui est d'ailleurs toujours dispo sur YouTube, certaines réponses vont donner froid dans le dos. What's your best time? The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with the morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Ah bah du coup vu qu'on a le contexte, oui j'avoue que c'est assez terrifiant. Bon, vous avez vu du coup ça laisse un petit peu songeur. Et le vrai scandale derrière cette histoire, c'est surtout l'incompétence de la production. En fait ce que je veux dire c'est que comment un prédateur comme ça a pu arriver jusque là? Je vous le donne en mille, c'est parce que la prod elle s'en foutait. Elle a pas vérifié quoi. En fait à l'époque les vérifications des profils des candidats sont quasiment inexistants. Du coup quand un candidat tout le monde peut venir quoi. est charismatique, c'était son cas, ça suffisait. Et là du coup sans le savoir, il venait d'offrir à Alcala une nouvelle victime sur Mais what? Là, il l'a tué, là? Un plateau d'argent. Bon, heureusement, son plan va foirer grâce à l'incroyable instinct de Cherry. Parce que juste après le tournage, la jeune femme va échanger avec son prétendant hors caméra, mais très vite, elle le trouve bizarre, insistant et même dérangeant. Et du coup, à ce moment-là, Cherry appelle la production pour tout annuler. Et là, ce geste, sans le savoir, va lui sauver la vie. Et du coup, finalement... Mais what the fuck, hein. Par contre, elle a eu un super bon instant. Hein. Elle a eu un très très bon instant, les gars. Putain, mais what? En fait, pour lui, c'était vraiment... c'est du bétail, quoi. Il est venu dans l'émission pour trouver sa prochaine victime, quoi. Quand Rodney Alcala sera arrêté l'année d'après, et tous ses actes atroces seront enfin mis en lumière. Il sera alors condamné à mort en Californie, et mourra finalement de cause naturelle en prison à l'âge de 77 ans.
Et quant à nous, il Attends, mais là, il a attendu super longtemps au couloir de la mort, parce que là, on le revoit, les gars, il est tout vieux. temps d'entamer le tout dernier étage de cet iceberg avec les Putain, c'était même pas le pire, là. ténèbres où nous allons voir les choses les plus choquantes et les plus traumatisantes qu'on puisse. Pour l'instant, je trouve que l'histoire la plus what the fuck, c'était l'histoire du mec qui est en cavale depuis 30 ans, les gars, le français. Hein. Ça, c'est quoi cette histoire de malade, mec? S'imaginer à la télé. Comment le mec il a fait pour être invisible comme ça et se faire choper à la fin? Après, en plus, après le gars il s'est sword quoi. Mais what? Le meurtre homophobe chez Jenny John Cho. Alors, aux États-Unis, les années 90, pour vous dire, c'est l'âge d'or du voyeurisme en direct. Et en fait, ce qui cartonne, ce sont les émissions où on vient balancer ses secrets les plus intimes et où on se fait juger en direct par le public et le présentateur. D'ailleurs, à l'époque, l'une des émissions les plus populaires, elle s'appelle le Jenny James Show, qui est présentée par l'animatrice du même nom. D'ailleurs, si certains épisodes ont pu recevoir des récompenses, d'autres ont connu une fin beaucoup plus tragique, comme celui du 6 mars 95. Parce que ce jour-là, la chaîne enregistre un numéro qui s'annonce prometteur sur le thème des admirateurs secrets. Et parmi les invités, on retrouve Jonathan Schmitz. Pourtant, quand le rideau s'ouvre, Jonathan tombe nez à nez sur son voisin, Scott Amdor, qui est un homme de 32 ans, ouvertement homosexuel. Et là, évidemment, pour lui, c'est la douche froide. Bon là, face caméra, Jonathan sourit, il rit un petit peu nerveusement, et il lance une phrase qui se veut très claire, je suis complètement hétéro. I am definitely heterosexual, I guess you could say. À ce moment-là, la présentatrice, elle insiste. Elle n'hésite pas à poser des questions très crues à Scott sur ses fantasmes avec Jonathan, qui lui a beaucoup de mal à cacher son malaise. Bon, là, le public, il est hilar, la séquence fait exploser les audiences, sauf que 3 jours après le tournage, le 9 mars, l'histoire bascule dans l'horreur puisque Jonathan découvre que quelqu'un a déposé un mot assez suggestif sur le perron de sa porte d'entrée. Là, il en est persuadé, en fait, c'est Scott qui lui a écrit ce mot. Et Jonathan se sent alors complètement humilié. En fait, il faut dire qu'il a été élevé par un père violent et profondément homophobe. Alors quand il se rappelle qu'une personne homosexuelle lui a révélé son attirance en direct à la télé, là, il a pété un câble. Et en l'espace de quelques heures, il retire $300, il achète des munitions, ainsi qu'un fusil à pompe de calibre 12. Ah ouais, donc le mec, il était sûr, quoi. Il prend sa bagnole, il roule jusqu'à la caravane de Scott pour lui demander si c'est bien lui qui lui a laissé le mot sur son perron. Et là, Scott, qui lui répond « Oui, c'est bien moi », eh bien, il ne le sait pas, mais c'était le mot de trop. Parce que quand Jonathan entend que « Oui, c'est moi », mais c'est horrible, en fait, quand quelqu'un vient te voir, il te pose une question, et en fait, en fonction de la réponse que tu vas lui donner, tu vas vivre ou tu vas mourir, quoi. Qui t'a laissé ce mot très intime, Jonathan retourne donc à sa bagnole, il récupère son arme et il revient à la caravane. Il va tirer 2 balles à bout portant sur le torse de Scott. Et ce dernier va alors mourir quasiment instantanément. Horrible. Suite après son geste, Jonathan appelle lui-même le 911 pour se rendre, en justifiant son acte par le fait qu'il a été humilié à la télé. En tout cas, cet épisode-là ne sera jamais diffusé. Mais l'affaire va déclencher un vrai séisme médiatique et judiciaire, qui va diviser le pays tout entier, qui est à ce moment-là gangréné sur les préjugés sur les homosexuels. Et la défense de Jonathan est toute bête, il sort la carte de la panique homosexuelle. Comme quoi, en fait, il a agi sous une sorte de folie passagère suite à des avances masculines non désirées, quoi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça existe aux États-Unis. Mais frère, mais tu vas pas aller acheter un fusil à pompe pour dézinguer quelqu'un. Puisque on utilise très souvent ça pour justifier un crime homophobe. Bon, en tout cas, en 96, il est reconnu coupable de meurtre au second degré et il sera condamné à une peine de 25 à 50 ans de prison. Sauf que la famille c'est fini pour lui, hein. de Scott ne compte pas en rester là et elle attaque la société de production sur leur méthode d'interview piégée. C'est triste à dire, mais Jonathan Schmitz était aussi une victime. Je blâme davantage les producteurs car leur métier consistait à trouver des gens à exploiter. C'est tout ce qu'ils font pour gagner leur vie. La justice va finalement leur donner raison et elle condamne la prod à verser la somme astronomique de 25 millions de dollars. Ils les ont dépouillés, hein. Ils les ont dépouillés, frère. De dommages et intérêts. D'ailleurs, c'est la toute première fois qu'un tribunal juge un média responsable des actes criminels d'un de ses participants. Sauf qu'en 2009, la cour d'appel du Michigan annule le verdict et estime que la production n'avait pas le devoir juridique de prédire un acte criminel. Bref, c'est vrai. Jonathan Schmitz sera finalement libéré pour bonne conduite en 2017 à l'âge de 47 ans. Et en tout cas, quant à Scott, il a été la victime collatérale d'une industrie prête à tout pour le scandale. Voilà Souza. Alors là, imaginez un endroit où la jungle est si dense qu'il est difficile de maintenir les lois, les frontières et surtout le bon sens. Alors, c'est un peu flou tout ça, mais bienvenue dans l'Amazonas, qui est la plus grande région du Brésil. Bon, alors ça existait, écoutez, voilà, bon. Et en tout cas, c'est un territoire... Franchement, les gars, c'est la première vidéo où il y a quasiment autant d'émissions françaises qui sont passées dans l'iceberg que américaines.
sans foi ni loi, ou presque. Parce que là, au milieu Vraiment. de ce joyeux bordel, entre les flics véreux, les déforestations illégales et les tonnes de coke qui transitent incognito dans le pays, il y a un homme qui a réussi à se démarquer. En fait, c'est à la fois l'idole de tout un peuple, mais aussi un politicien intouchable et la star absolue de la télé locale. Ce gars, c'est Wallace Sousa. Et du coup, avec sa barbe poivre et sel, son costume impec et puis son charisme, Wallace, c'est un petit peu le shérif de Manaus, quoi, donc la capitale de l'Amazonas. Sauf que ce gars, c'est aussi surtout le présentateur d'une émission de télé bien trash du nom de Canal Livret, qui a été lancé en 89. Et là, le concept, il est aussi redoutable que macabre, puisque l'émission se rapproche au plus près du crime de rue. D'ailleurs, littéralement parlant, puisque les caméras de Sousa sont hyper audacieuses, et elles n'hésitent pas à filmer le pire. Et du coup, chaque jour, les téléspectateurs assistent en direct à des exécutions, ils découvrent des corps calcinés, dont le torse d'ailleurs fume encore, et se passionnent d'ailleurs pour les courses-poursuites. Bref, aux yeux de tous, Sousa, c'est le seul à avoir le courage de montrer la vraie vie sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et tout ça au nom de la responsabilité journalistique. Et le plus fascinant là-dedans, c'est que son flair, à ce mec, il tient presque du miracle. Puisqu'en gros, les caméras de l'émission débarquent toujours avant la police sur les scènes de crime. C'est bizarre. C'est très bizarre, ça, quand même. Hein. Et c'est pas... C'est une coïncidence, c'est ça? Comme par magie. C'est bizarre, quoi. Ils sont hyper bien informés. Bon, en tout cas, très vite, l'émission devient un phénomène de société. Et Sousa, c'est considéré comme un vrai héros. Voilà, il montre tout ce qu'on sait pas et tout, machin. Et là, lui, il est refait et il devient hyper populaire. Il va alors se lancer dans la politique, où il va se faire élire 3 fois de suite comme député avec le mec qui grind, hein. Des scores historiques. Sauf qu'en 2009, donc 20 ans plus tard, son masque de super-héros va un petit peu se briser de la pire des manières. Parce qu'en fait, c'est très simple. La police, elle en a marre de se faire ridiculiser devant les caméras, en passant toujours après Sousa. Et là, elle commence à se poser des questions. Au bout de 20 ans, quand même. En fait, comment Sousa, il peut être au courant de tout? Et à ce moment-là, le chef de la police locale va alors... Parce qu'en fait, c'est lui qui tue tout le monde, quoi. Il y en a en 20 ans, il y en a aucun qui s'est dit... Les gars... Il arrive toujours 5 heures avant nous, hein. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Venez, on essaie d'enquêter sur lui, juste comme ça, mais juste pour voir vite fait. Mettre son nez dans le dossier. Et c'est à ce moment que l'histoire va basculer dans un thriller. Là, à ce moment-là, on commence déjà à soupçonner Wallace d'être à la tête d'une véritable organisation criminelle. Et d'ailleurs, ce dernier aurait trouvé la technique parfaite pour faire le max d'audimat. Parce que s'il avait besoin de cadavres frais à filmer, il suffisait de les commander. Et du coup, en gros, pour aller... la concurrence sur le marché de la drogue, mais surtout pour alimenter... Wesh, Nima. Merci Nima pour les 5 subs. Merci pour tout, frérot. Ouais, j'ai peut-être un peu overreact, frérot. Merci, mec, pour les 5 subs. Je t'embrasse fort. Son émission en exclusivité macabre, Wallace planifiait des assassinats. Et tout ça grâce à ses différents contacts dans le milieu. Et quand le travail était terminé, il envoyait... Les gars, c'est une dinguerie quand même d'utiliser des tueurs pour set up une scène... Pour des vidéos. Pour son émission, genre. Il préchotait ses meurtres, après il les filmait. Il arrivait avant tout le monde et le gars, il avait toute l'audience, quoi. Ses équipes de journalistes le plus vite possible pour choper l'exclusivité et faire exploser les audimats. Mais du coup, quand la police perquisitionne sa villa, là, il tombe sur un véritable arsenal de guerre. Ah ouais, non, c'est abusé. Avec énormément d'armes différentes et plus de 100 000 $ en liquide. Sauf que face au scandale, lui, Wallace, Sousa, il se démonte pas. Parce que face à ses collègues députés, il va hurler au complot politique, il rappelle que les cartels veulent sa peau parce qu'il enquête sur la corruption. Sauf que, manque de bol, un trafiquant arrêté, à ce moment-là, va le dénoncer. Et il va balancer... Oh non, il s'est fait snitch. Qu'il avait été... Enfin, oh non, mais en fait si, on veut qu'il tombe, c'est un salopard, les gars, c'est un malade ce gars. Engagé par Sousa pour tuer des gens. Du coup, Wallace Sousa sera poursuivi pour complot, trafic de drogue et pour meurtre commandité. Sauf que la police n'aura même pas le temps de le condamner puisqu'il mourra d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. What? Meurtre en duplex. Oh putain, pourquoi il a fait Facebook? Alors là, Mais tu vois, là, le gars, là, le Wallace Sousa, la vie, ils auraient pu faire une série comme Joe Goldberg dessus. Hein. Ils auraient pu faire ça, hein. 26 août 2015, les téléspectateurs de la chaîne locale américaine se réveillent devant leur matinale habituelle. Il est alors 6h45 quand Alison Parker, donc une journaliste toute pétillante de 24 ans, lance une interview sur le tourisme régional, en duplex, depuis le centre commercial de Bridgewater Plaza.
RAS pour l'instant, et à ses côtés, son collègue Adam Ward, qui est un caméraman de 27 ans, filme la scène. Là, l'ambiance est plutôt légère, et en effet, c'est le dernier jour d'Allison, puisqu'elle compte bien fêter ça avec ses collègues. Sauf que soudain, là, il y a un truc horrible qui se produit, il y a 8 coups de feu qui retentissent. À ce moment-là, c'est le caméraman Adam qui est visé en premier et qui va s'effondrer sur le sol. Mais attends, mais ça tire d'où? sa caméra continue de filmer. Elle va capturer et brièvement la silhouette d'un homme entièrement vêtu de noir. Là, en catastrophe, la régie reprend la main et coupe les images. Et à ce moment-là, les téléspectateurs ne le réalisent pas encore, mais ils viennent d'assister en direct à l'exécution de sang-froid d'Allison Parker et de Adam Ward. Sauf que c'est pas fini. Si la chaîne Merci Zephyr pour le 8e mois, frérot. a tout fait pour limiter la diffusion des images de la fusillade, le tueur, lui, ne s'est pas gêné. En fait, il a filmé toute la scène de... Des fois, j'arrive pas à comprendre, les gars. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça, en fait. son propre point de vue avant de balancer la séquence sur ses comptes Twitter et Facebook. Et sur ces images, on le voit en train de braquer son arme sur Allison Le pendant frérot, il a posté la suite, quoi. C'est n'importe quoi, hein. de longues secondes, mais personne ne le remarque puisque tout le monde est absorbé par son travail. On le voit alors baisser son téléphone, puis tirer. Non, moi, je me souviens d'un truc que j'avais vu. Alors, je sais plus c'est dans quel pays. Mais je me souviens que, les gars, j'avais ouvert Facebook. Et je tombe sur un live d'un mec, les gars, genre en gros il avait un fusil d'assaut, frère. Et il rentrait dans... Je sais pas, je crois que c'était sur Facebook, mais il rentrait, je crois, dans des maisons ou dans des églises ou je sais pas quoi. Et en fait les gars ils tiraient sur les gens, genre. Merci Chosen. Ils tiraient sur les gens. Je sais plus c'était sur... dans quel pays, je crois c'était... peut-être en Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça, enfin je sais plus les gars. Mais en fait le live, je sais pas mec, peut-être je sais plus les mecs. Je sais plus, mais le gars vraiment, en fait il est rentré avec un fusil d'assaut. C'était vraiment en vue première personne quoi tu vois. Et il tirait partout. Tu voyais le chat sur le côté qui défilait en mode what the fuck. Et je me souviens, alors déjà j'ai vu ça, moi ça m'a choqué frère. Bon, laisse tomber, j'ai quitté direct. Et je me souviens que le live, ils l'ont pas cut direct. Hein. Ils l'ont pas cut direct. Genre, ça a duré peut-être plusieurs minutes. Ça a duré au moins 30 minutes avant qu'ils cut le truc. Mais, mec, il y avait tellement de gens sur le live, ça n'avait aucun sens, genre. Et derrière cette barbarie, en fait, se cache un visage très bien connu de la chaîne. En fait, c'est celui de Vester Lee Flanagan, un gars de 41 ans, un ancien reporter qui opérait sous le pseudonyme de Bryce Williams à l'antenne. Et il avait été licencié 2 ans plus tôt en raison de ses accès de colère répétés et de ses comportements inappropriés avec ses collègues. Et du coup, le gars était extrêmement rancunier puisque moins de 2 heures après le meurtre, il a envoyé un document de 23 pages à la chaîne où il revendique le meurtre. En fait, c'est un acte qui qualifie de bombe à retardement qui aurait été déclenché par des discriminations racistes et homophobes qu'il aurait subies, selon ses propres dires. En fait, il fait aussi référence à la tuerie raciste de Charleston, survenue 2 mois plus tôt, en revendiquant vouloir lancer une guerre entre les races. Là, une immense chasse à l'homme va alors s'organiser sur les routes de Virginie pour retrouver Flanagan, et après une longue course-poursuite, il retourne l'arme contre lui avant de se tirer une balle dans la tête, et il va succomber finalement à ses blessures. Ah, les gars, les États-Unis c'est quand même n'importe quoi. Hein. Le fait que n'importe qui puisse prendre des armes et tout, nanana, et dézinguer tout le monde, moi je trouve ça... Moi personnellement je trouve ça abusé. Hein. À ce moment-là, c'est un drame sans... En fait, tu donnes trop de pouvoir à des gens qui peuvent être potentiellement fous en fait. Comme disait Ocleben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais les mecs, je vous assure, si n'importe qui peut avoir une arme, c'est abusé, genre. Aux États-Unis, parce que ça va mettre en lumière la vulnérabilité des journalistes de terrain, qui sont donc des cibles faciles lors d'un direct à l'extérieur. Et pourtant, même si des milliers de personnes meurent par arme à feu chaque année dans le pays, il est extrêmement rare que les journalistes meurent par l'exercice de leur fonction. En tout cas, c'est pas des cibles privilégiées. Sauf que bon, en tout cas, là, au-delà de cette horreur, ce double meurtre a surtout marqué un tournant dans l'ère numérique. Puisque pour la première fois, un assassin utilisait le côté instantané des réseaux sociaux en transformant son meurtre en spectacle mondial. C'est une page donc extrêmement sombre de l'histoire des médias américains, qui résonne d'ailleurs encore aujourd'hui comme le premier crime de l'ère cybervoyeurisme. En tout cas, j'espère que cet iceberg, cette vidéo vous aura plu. Là, il était carré ce petit iceberg.